Bonjour les amis, absolument ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée au matériel Canon. Ce film fait suite aux deux premiers consacrés au Canon R5, le premier sur le mode photo et le second sur le mode vidéo que vous avez pu découvrir ces derniers jours. Alors permettez-moi d'abord de remercier Canon qui a bien voulu mettre à ma disposition ce matériel et croyez-moi, c'est pas si courant pour les toutes petites chaînes comme la mienne d'avoir la chance d'avoir des interlocuteurs en face de moi sensibles à ma demande et prêts à tout pour m'aider. Je les remercie grandement, c'est grâce à eux que je peux vous proposer ces tests et aussi, pourquoi pas, décider de changer de marque ou non. Je vais voir un petit peu en fonction de l'évolution de mes tests, de mes essais, mais aussi de l'évolution de l'offre en 2021. Vous savez qu'on a énormément de nouveautés qui arrivent sur le marché. Le R5 est apparu il y a 7 mois avec le R6, mais on parle déjà du R1, on parle d'un R5C, on parle d'un Z8 ou d'un Z9 chez Nikon, l'Alpha One chez Sony est sorti. Bref, une pléiade de nouveautés que je vais essayer sans garantie d'avoir en test et en tout cas les comparer au R5 au mieux que je pourrai de façon à me décider. Alors aujourd'hui c'est un test, enfin plutôt c'est pas tout à fait un test, je voudrais simplement vous parler de mon ressenti, le ressenti que j'ai eu avec les optiques. On va se focaliser un petit peu sur les trois optiques qui m'ont été prêtées, le 70-200 2.8 RF, le monstrueux 28-70 f2 et le tout petit, le tout léger 35 mm qui ouvre à 1.8 qui est aussi très agréable parce que très compact et très léger. Dans un premier temps, on va s'attarder sur le 70-200. Alors, je ne suis pas forcément un fanat des grilles, des mires, des murs de briques, pardonnez-moi, même si j'en utilise de temps en temps, c'est toujours intéressant, mais je suis surtout, vous le savez maintenant, un homme de terrain, donc on va se servir d'exemples concrets que j'ai pu prendre avec ces différents objectifs. Et dans un premier temps, on va parler du 70-200 de 8. Alors pour avoir une référence, bien sûr, par rapport à ce 70-200 de 8 qui est quand même assez différent des autres 70-200 de 8 que j'ai pu avoir précédemment, ne serait-ce que par sa taille, puisque si on le compare à celui que j'ai l'habitude d'utiliser, hein, le 70-200 de 8 Nikon Z, voilà, si je vous les mets côte à côte, on va vite comprendre que ce n'est pas du tout le même gabarit. Alors pourquoi? Ça s'explique assez simplement, tout simplement parce que le Canon a en fait un objectif qui est rétractable. Vous voyez, on a quand même quelque chose qui s'allonge de façon importante et une fois qu'il est en position 200 mm, on retrouve un gabarit relativement semblable à celui du Nikon. Mais et c'est là toute la différence quand on le replie ou quand on le met en position 70 mm. Vous voyez que c'est quand même vraiment un gabarit beaucoup plus réduit que le 70-200 de 8Z de chez Nikon, qui est somme toute assez semblable à l'ensemble des autres 70-200 que j'ai eu, que ce soit dans la gamme Nikon ou même Canon ou Sony. Bref, dans toutes les autres marques, j'étais plutôt sur un gabarit comme celui-ci. Alors au niveau poids, là aussi, on a une petite différence, le Nikon est à 1440 grammes et le Canon est à 1200 grammes. Bon, c'est pas énorme. En prix, la différence est assez ténue. On est à 2850 pour le Canon, 2800 pour le Nikon. Vous voyez que là, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. On est relativement proche, malheureusement. Sachez qu'il existe dans la gamme Canon le même exemplaire mais à l'ouverture f4 au lieu de f2.8 et qui est beaucoup plus léger puisque le 70-200 f4 est à 695 grammes, vous vous rendez compte, c'est vraiment extrêmement léger, c'est à peine plus qu'un 24-240 par exemple ou un 24-200 chez Nikon ou un 24-240 chez Canon. Donc 695 grammes et 1000 € de moins, 1800 €, c'est pas rien là non plus.
Alors non seulement le gabarit est assez réduit, mais on peut aussi enlever le collier de pied. Et là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement compact. Et ce petit gabarit m'a permis de l'emmener en montagne, sous la veste, un peu comme j'aurais fait ça avec un transstandard, un 24-200 ou un 24-240. Mais là, j'avais quand même une ouverture de 8, ce qui change quand même pas mal la donne. Donc on a la possibilité de réduire à 2,50 m la mise au point mini ou en libre jusqu'à l'infini, AF-MF, l'automatisme pour l'autofocus ou le débrayage. Ensuite, la stabilisation on-off. Et puis, bien sûr, les différents modes de stabilisation, 1, 2, 3, qui correspondent à différents types d'usages. Chose un peu curieuse, chez Canon, la plupart du temps, d'ailleurs, on le voit ici sur le petit 35, c'est comme ça sur beaucoup d'objectifs. On a une bague assignable qui est crantée en diamant sur le bout de l'objectif. La plupart du temps, elle se trouve sur le bout de l'objectif. Là, c'est l'inverse, elle est très près du corps du boîtier. Alors déjà, c'est pas très pratique, et puis surtout, ça change les habitudes. Donc c'est vrai que je comprends pas pourquoi on n'a pas quelque chose qui soit totalement identique sur absolument tous les objectifs. C'est déjà compliqué de se rappeler un petit peu de toutes les manipulations. Vous savez que le R5, c'est un peu son problème. Il a énormément de choses paramétrables et beaucoup de choses à se rappeler pour savoir exactement sur quel bouton appuyer pour retrouver telle ou telle fonction. Et là, en plus, on nous complique encore un peu la vie, et la bague assignable n'est pas au même endroit que d'habitude. Bon, c'est un détail, bon, on verra bien dans l'usage si on arrive à s'y faire ou non. Voilà, alors ça c'est une première donnée. Maintenant, qu'en est-il des images? Et on va pouvoir un petit peu regarder ce que cet objectif vaut sur le terrain. Alors la difficulté lorsqu'on teste des objectifs de la série L Canon, la série Pro, c'est d'arriver à leur trouver un quelconque défaut. La plupart du temps, je suis tellement content de l'objectif que j'ai juste envie de m'extasier et de dire c'est une performance optique et mécanique qui fonctionne diablement bien. En l'occurrence, sur le 70-200 de 8RF, écoutez, il y a un peu de vignettage lorsqu'on enlève la correction logicielle à 2.8 et à 200 mm, mais bon, une fois qu'on l'a remise, il n'y en a plus. Pour le reste, basta, ça marche, ça fonctionne, c'est très bien. On va détailler un petit peu tout ça plus précisément, mais vous allez voir que dans les faits, c'est un objectif qui vous donnera totalement satisfaction. Alors la première chose qui m'a marqué lorsque j'ai pris en main cet objectif d'exception, ce 70-200 RF à 2.8, c'est la progressivité et la douceur de son flou d'arrière-plan, ce que l'on appelle de ce mot japonais le bokeh. On le voit très bien ici sur cette image, avec cette palissade qui vraiment s'estompe doucement, tranquillement. Et là, j'ai un peu compliqué les choses puisque j'ai choisi une ouverture qui n'est quand même pas une grande ouverture, f8, et on a quand même cette douceur, cette progressivité, cet estompage de l'arrière-plan qui est déjà marqué. Et tout ça, bien sûr, avec une définition, un piqué, mais alors vraiment du feu de Dieu, c'est impressionnant. Là, je suis vraiment fortement agrandi et on a vraiment un détail incroyable. C'est à la fois la précision, la définition, le piqué et la douceur dans l'arrière-plan, dans la transition des plans. Et si je passe à la pleine ouverture, 2.8, alors là, c'est vraiment encore un autre monde. On a vraiment quelque chose qui s'estompe complètement à l'arrière, qui reste doux, crémeux, vraiment ce qu'on recherche tous, nous les photographes. Et pourtant, regardez ça, un peu cette définition, c'est vraiment incroyable. On a vraiment quelque chose qui est aussi piqué, aussi défini à la pleine ouverture qu'à f.8. Pas besoin de fermer l'ouverture, si ce n'est que pour avoir plus de profondeur de champ, ça n'apportera rien en définition, en précision, en piqué. Et là, on voit vraiment très bien, cette vue est intéressante pour ça, avec cette palissade qui s'estompe progressivement. Il n'y a pas vraiment un effet marqué, à un moment, paf, ça bascule. Non, c'est très doux, très progressif. Ah, c'est vraiment ce qui m'a vraiment le plus marqué avec ce 70-200 RF 2.8, c'est ça, c'est à la fois le piqué et la douceur des arrière-plans. C'est pas simple d'arriver à bien visualiser ce que c'est que la douceur du bokeh de l'arrière-plan. Là, j'ai pris un autre exemple sur un objectif que j'adore aussi, qui est le 100-500 RF, à 200 mm bien sûr, pour avoir un élément de comparaison, à pleine ouverture. Alors bien évidemment, c'est l'ouverture 5.6, mais souvenez-vous, tout à l'heure, on a fait à la fois l'ouverture 2.8, mais aussi l'ouverture 8. Et même à l'ouverture 8, j'avais vraiment cette douceur d'arrière-plan, ce flou, cette progressivité.
Là, on a une très grosse définition, c'est impressionnant, hein. Le 100-500, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais alors en piqué, c'est monstrueux, c'est peut-être même supérieur au 70-200, enfin en tout cas, c'est vraiment très 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 costaud, mais on n'a pas cette progressivité et cette douceur dans l'arrière-plan, c'est un petit peu plus sec. C'est normal, hein, c'est un 100-500, on n'est pas sur un 70-200, mais c'est juste pour essayer de vous faire comprendre ce que j'ai adoré dans le 70-200, avec cette douceur qui détache le premier plan de l'arrière-plan, sans avoir ce côté artefact un petit peu numérique, artificiel, que j'aime un petit peu moins, mais avec vraiment cette grande douceur. Voilà, j'espère que cet exemple vous aura permis de vous rendre compte un petit peu de ce que j'apprécie particulièrement avec le 70-200. On est revenu là à l'ouverture 2.8. C'est vraiment cette douceur, cet arrière-plan qui est vraiment sans nul autre pareil, et tout en conservant cette définition. Voilà, c'est vraiment un bonheur absolu, et je ne suis pas sûr qu'il y ait tant d'objectifs que ça qui puissent vraiment vous apporter autant de satisfaction à ce niveau-là que ce 70-200 2.8 RF. Alors j'ai eu l'idée aussi de comparer un petit peu ce 70-200 2.8 à f8, là, on peut supposer comme étant la meilleure ouverture, à une autre référence de la gamme Canon RF-L, le 28-70 à 70 mm, donc la focale commune est toujours à la meilleure ouverture, ou supposée être telle, à f8. Donc là, cadrage identique, et on va aller détailler un petit peu à 120%, voir un peu ce qui se passe. Et à ma grande surprise, je dois avouer que le 70-200 qui est à droite, eh bien, il est un tout petit chouille plus défini. On le voit ici, vous voyez, la structure du métal à gauche, le 28-70, est un petit peu moins précise que sur le 70-200, dans des conditions qui sont similaires. Autre chose assez marquante, si on va sur cette petite figurine, on voit que le micro-contraste est également meilleur sur le 70-200. C'est ce qui donne un petit peu cette impression de netteté supérieure. Enfin, je dis supérieur, on est à la marge, on est à 120%, on est agrandi vraiment déjà beaucoup sur un détail qui n'aurait pas de signification sur un tirage réel, hein. Si on reprenait ça sur une échelle normale, on va dire un tirage même A2, on ne verrait peut-être même pas de différence, mais en l'occurrence, quand on va chercher la petite bête, eh bien, ce 70-200, pour moi, est la référence optique que j'ai testée pour l'instant en RF, et vraiment présente à la fois un micro-contraste et une définition vraiment incroyable, supérieure même au 28-70 f2, qui pourtant est déjà une vraie référence à ce niveau-là. Alors vous allez me rétorquer que le 28-70 f2 est fait pour être utilisé principalement à pleine ouverture, vous avez raison. Et là, j'ai donc mis le 28-70 à sa pleine ouverture, à f2, comparé au 70-200 à 2.8 également à pleine ouverture. Alors déjà, c'est intéressant parce qu'on voit un petit peu la différence d'arrière-plan, hein. Bien sûr, c'est un petit peu plus estompé à l'ouverture 2 qu'à l'ouverture 2.8, ça c'est clair. Mais alors qu'en est-il de la définition et de la précision un petit peu de ces deux optiques à la pleine ouverture? Eh bien, pas de surprise. On retrouve exactement la même chose, peut-être même encore plus accentuée, puisque là, on a à droite le 70-200 à la pleine ouverture, quelque chose qui reste, comme on l'a vu dans les images précédentes, assez identique, quelle que soit l'ouverture, c'est toujours aussi précis, défini, surtout au centre. Et le 28-70, là aussi, il est un tout petit peu moins précis et défini, et surtout le micro-contraste est un petit peu moins marqué. On le voit aussi, une fois de plus, dans la figurine. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Le 28-70 est un objectif exceptionnel, parfait, très très bon. Mais dans cette comparaison, c'est le 70-200 qui l'emporte assez facilement à toutes les ouvertures. Pour illustrer la capacité de cet objectif à être aussi bon à pleine ouverture 2.8 qu'à 4, 5, 6 ou 8, voilà ce nouvel exemple. À l'ouverture 2.8, on est donc à la focale 70 mm et on va voir que à cette focale-là, on a ici à 2.8, là à f4, là à f8, et on a la même définition, le même piqué, la même chose. C'est vraiment assez remarquable. Et pour être tout à fait complet, on va faire la même chose à 200 mm, à pleine ouverture, 2.8, on agrandit fortement. On voit qu'on a vraiment une définition, mais qui est parfaite, aussi bonne que sur l'ouverture f4,
Et exactement la même chose que l'ouverture f8. Vous voyez, on a vraiment la même possibilité de lire un petit peu les petites lettres. Je ne vois pas de différence. F4, F2.8. Non, je vois aucune différence. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment très très homogène et c'est assez rare pour être souligné. C'est pas si fréquent que un objectif zoom 70-200 à l'ouverture 2.8 soit tout à fait aussi bon à la pleine ouverture qu'à 4, 5, 6 ou 8. Autre petit point que l'on a déjà évoqué, que je voulais vous montrer par l'exemple, ce petit défaut qui pourrait être contrariant s'il n'était pas aussi bien corrigé d'un point de vue logiciel, le vignettage. Donc là, on est avec la focale 200 mm à la pleine ouverture, à 2.8. Je vais passer dans le module développement de Lightroom et je vais activer le profil de correction. Voilà. Donc vous voyez que les angles, à chaque fois, je vous l'enlève. Là, ça s'assombrit dans chaque angle, hein, en haut, à bas, à droite et à gauche. Je remets le profil de correction. Et effectivement, on a vraiment quelque chose qui est totalement supprimé. Alors souvent, on me demande aussi si le fait d'activer un profil de correction abîme un petit peu l'image. Bien là, nous sommes agrandis à 300%, donc très très fortement. J'active, là le profil n'est pas activé, vous voyez, donc je vais l'activer. Voilà. Alors, pour ceux qui ont les meilleurs yeux d'entre nous, vous allez voir qu'il y a un tout petit peu plus de bruit, un tout petit peu moins de définition. On le voit un petit peu dans les branchages, un petit peu sur ce bord de cheminée. Je l'enlève de nouveau. Voilà. Mais alors, franchement, dans n'importe quel tirage, à n'importe quelle dimension, c'est absolument invisible, hein. Je vais vous remettre l'image en taille réelle, vous voyez, c'est vraiment du pinaillage, hein. J'avais même un autre mot qui me venait à la bouche. Non, là, le fait d'activer ce profil ne modifie pratiquement en rien l'image. Allez, dernier point que je voulais évoquer avec vous, et ce sera d'ailleurs ma conclusion sur l'essai de ce 70-200 RF, c'est la capacité de cet objectif à suivre en AF, en autofocus, absolument à n'importe quelle cadence. Là, on est sur une série à 30 images par seconde. C'est assez amusant d'ailleurs, si on le fait défiler assez rapidement, vous allez voir qu'on a presque l'impression d'un film, puisque bien évidemment, 30 images par seconde, on peut avoir tout à fait la sensation de mouvement. Et vous voyez que même quand le sujet se rapproche vraiment très fortement, et à la pleine ouverture, je vous répète, on est à 30 images par seconde, eh bien ça reste net jusqu'au bout, y compris quand le visage du sujet n'est plus visible. Vous voyez, ça reste parfaitement net. On peut mettre détection du visage, détection des yeux ou non, enfin bref, dans toutes les situations, dans tous les cas, le 70-200, alors bien sûr combiné au R5, au R6 d'ailleurs on a la même chose, bientôt avec le R3 puisque ça sort, c'est tout nouveau, c'est tout frais, donc on a vraiment ces détections qui marchent très bien et cet objectif ne limite pas le boîtier dans sa capacité à faire une mise au point, y compris dans un nombre d'images par seconde très élevé. C'est net dans tous les cas de figure. Vous voyez un certain nombre d'exemples défilés sous vos yeux et j'ai jamais eu vraiment de problème. Un taux de déchet extrêmement bas, ça marche parfaitement bien. Pour conclure, eh bien, c'est un objectif qui ne vous décevra pas. C'est pas possible, ou alors je comprends plus rien. Ça, c'est vraiment très très satisfaisant. La seule vraie hésitation que j'ai, c'est est-ce qu'il vaut mieux utiliser ce 70-200 à l'ouverture 2.8 ou choisir son petit frère, le 70-200 L RF à l'ouverture F4 qui, comme je l'ai dit dans l'introduction, coûte quand même 1000 € de moins. Reste à savoir si vous avez vraiment besoin de cette ouverture 2.8 ou si une ouverture 4 peut vous satisfaire. Et je pense que c'est souvent le cas. Et pour un coût quand même un petit peu moins important parce que c'est vraiment des optiques quand même super chères. Voilà, je vous dis à très bientôt, à très vite pour la suite de ces tests. On passera sur le prochain objectif, le 28-70 à l'ouverture f2. Vous allez voir que là aussi, il y a un sacré caillou. Allez, à ciao!